politiquement dans les prochains jours? Moi, déjà, on parle de réforme. Je pense que ce n'est pas l'objectif de Michel Barnier. L'objectif de Michel Barnier, c'est de ne pas se faire censurer à la suite du discours de politique générale. Déjà, d'essayer de faire voter un budget. Non, mais déjà, passer le discours de politique générale. Pour, d'une part, plaire à ce qu'on appelle le socle commun, donc les groupes parlementaires qui constituent sa majorité, dans la mesure où on a déjà vu des couacs pendant la composition du gouvernement entre l'aile gauche de Renaissance et les Républicains sur différents totems, que ce soit sur les priorités qui vont être accordées, notamment dans le cadre du discours budgétaire qui va de structurer la vie et l'activité de Michel Barnier. Sur l'autre point précis, c'est qu'une fois qu'il va adopter son discours de politique générale, une question va être posée, le NFP va déposer vraisemblablement une motion de censure si par cas Michel Barnier demande la confiance. Est-ce qu'à la suite d'une éventuelle motion de censure, le Rassemblement national votera ou pas, dans la mesure où Jordan Bardella avait dit le soir de la composition du gouvernement, le gouvernement est composé de trop macronistes, ce gouvernement n'a aucun avenir. Donc est-ce que ça va se constituer dès la fin du discours de politique générale? C'est peu probable, mais en tout cas c'est la première étape à surveiller. La deuxième étape à surveiller, c'est qu'en fait le discours de politique générale, dans sa traduction concrète, va être l'étape budgétaire. Donc c'est-à-dire s'il dit que la priorité, ça va être d'assurer la sécurité et la maîtrise des flux migratoires, est-ce qu'il peut vraisemblablement accentuer les baisses de dépenses publiques sur le ministère de l'Intérieur? Donc ça va être un ensemble de choix qui vont être scrutés en disant quelles vont être ses priorités. Et en fonction des priorités qui vont être énoncées mardi prochain, on verra quels seront les coupes budgétaires ou quelles sont les hausses d'impôts. Alors je vous propose qu'on écoute. Parce que Michel Barnier a plusieurs chefs et plusieurs points de pression. Le premier chef, c'est celui qui l'a nommé, c'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, même s'il dit qu'il n'intervient pas dans les choix du Premier ministre, apparemment a posé son veto sur plusieurs choix lors de la composition du gouvernement, tout en posant une ligne rouge sur le point de vue économique, ne pas toucher aux réformes fiscales qu'il a mises en place depuis 2017. L'autre chef qu'il a, c'est tous les groupes parlementaires. C'est-à-dire que si par exemple il y a un groupe parlementaire qui lâche, il se retrouve avec un groupe parlementaire qui est inférieur à celui du NFP. Or, le prétexte donné par Emmanuel Macron pour nommer Michel Barnier, c'est que, il y en avait deux, c'était que le groupe socle commun était supérieur en termes de nombre par rapport au NFP et qu'il évitait ce qu'on appelle la motion de censure. Et là, on arrive au troisième blocage, c'est le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Barnier, il fait face à une situation qui est compliquée. Il doit convaincre l'aile gauche de Renaissance de voter avec lui, tout en proposant un programme qui plaise aussi au Rassemblement national. Donc c'est un peu un grand écart qu'il doit mettre en place, notamment avec des questions qui vont être très précises. C'est-à-dire qu'une grande majorité de Français ont voté pour une augmentation des dépenses publiques, en votant pour le NFP et pour le Rassemblement national. Dans le même temps, Bruxelles, à travers la procédure de déficit excessif, lui demande une réduction des dépenses publiques pour baisser les déficits publics. Donc vous êtes dans une situation qui est compliquée, auquel s'ajoute potentiellement le dernier maire des batailles, qui est l'opinion publique et la rue. Ça veut dire qu'actuellement, la majorité est très faible et tient un fil. Si par cas, vous avez des manifestations supplémentaires, notamment des manifestations sociales ou des manifestations dites spontanées, comme les Gilets jaunes ou comme les agriculteurs, est-ce que le gouvernement tiendra, notamment pour gérer une crise, pour dicter une ligne politique et une résolution du conflit, alors que le gouvernement est un peu acculé? Je vais prendre un exemple très clair, c'est-à-dire que si vous avez un mouvement social qui est très fort, notamment avec la baisse du pouvoir d'achat réel des Français avec l'inflation, est-ce que Michel Barnier pourra ouvrir les mannes budgétaires pour répondre à cette crise sociale, alors qu'il doit déjà trouver 20 à 30 milliards d'euros? Yannick Halimi. Le premier point sur lequel on ne peut pas l'exclure, c'est que Emmanuel Macron a toujours voulu être disruptif, c'est-à-dire qu'il voulait ne pas être comme ses prédécesseurs. Et c'est ça, j'allais vous poser la question. Étant donné sa personnalité... c'est pour ça que moi je ne l'exclurais pas de sa personnalité, parce que c'est le premier président lors d'un quinquennat à avoir dissous. Normalement, avec la conjonction et la concordance du temps présidentiel et du temps législatif, aucun président n'avait dissous, parce que lorsque vous avez été élu président de la République, vous avez une majorité parlementaire et une très grande majorité parlementaire. L'autre paramètre aussi qui est important, c'est que le responsable du blocage à l'heure actuelle n'est pas considéré comme l'Assemblée nationale ou le gouvernement. Le responsable du blocage est le président de la République pour 75% des Français. D'une part parce que c'est lui qui a provoqué la crise politique en effectuant cette dissolution avec les circonstances qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il dissout en juin pour provoquer des élections en juillet, et finalement il met 60 jours pour annoncer un gouvernement. Donc beaucoup de Français se disent mais pourquoi il n'a pas dissous en septembre, et à ce moment-là annoncer un gouvernement juste après. Et puis après il y a eu tout le fait qu'il ait effectué à tort ou à raison ce qu'on appelle un déni démocratique aux yeux de la gauche, le fait qu'il ait mis longtemps à composer un gouvernement et le fait qu'il pose des lignes rouges en étant à la fois président de la République, donc c'est-à-dire arbitre, mais en même temps joueur, parce qu'il oblige Michel Barnier à adopter une certaine posture politique, en jouant dans un sens plutôt qu'un autre. Et l'autre point que je vois qui est quand même important, c'est que depuis que la France insoumise a parlé de la quête d'une destitution, vous avez des sondages qui vont sortir et qui vont sortir régulièrement pendant un an sur est-ce qu'il faut destituer le président de la République ou pas. Et avec un débat à l'Assemblée nationale. Et je pense que dans les enquêtes d'opinion et dans les sondages, petit à petit, vous allez avoir une majorité de Français qui vont être favorables au départ du président de la République. C'est inévitable. Après 7 ans de pouvoir ou 8 ans de pouvoir, c'est inévitable qu'il y ait une majorité qui soit contre lui, du fait qu'il soit en désaccord avec sa ligne politique. Et puis, c'est le résultat des élections. Vous avez un tiers des Français qui ont voté pour l'NFP, un tiers qui ont voté pour le Rassemblement national, 66% des Français. Donc, forcément, il y en a beaucoup qui sont contre Macron, voire même très anti-macronistes. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui font que si par cas, la crise perdure et qu'Emmanuel Macron s'entête à adopter la même posture qui est celle d'être à la fois président arbitre, mais également
voulant composer la majorité, qui fassent les mêmes erreurs que ce qui s'est passé sous la Troisième République. Qui quitte effectivement le territoire, 30% pour le reste de l'Union européenne. Comment on explique ? Il y a un premier point, c'est que tous, non, on n'a pas la nationalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'endroit où est-ce qu'il faut les envoyer. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui arrivent en France et qui jettent leurs papiers ou qui font en sorte de ne pas déclarer leur nationalité. Et donc, pour pouvoir expulser quelqu'un, il faut bien un pays d'origine. Donc, voilà. Le deuxième paramètre, c'est que si par cas vous arrivez à trouver la nationalité et que vous mettez tout le parcours une obligation de quitter le territoire, il faut que le pays en question donne ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Or, les pays en question ne donnent pas facilement un laissez-passer consulaire, notamment on a des problèmes avec les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Pour un point qui est précis, en fait, d'une part parce que vous avez des désaccords entre la France et ces pays en question, notamment entre la France et l'Algérie. Je crois qu'il y a 58 000 OQTF qui ne sont pas exécutés en destination d'Algérie. Et puis vous avez un autre point aussi, mettez-vous à la place d'un pays comme le Maroc ou comme l'Algérie et que vous recevez une demande de laissez-passer consulaire. Est-ce que vous allez recevoir une personne qui a été condamnée pour viol et qui a tué une fille ? Forcément, le pays en question ne veut pas recevoir ces personnes-là et donc met beaucoup de temps à donner et à délivrer ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Je pense que le sujet notamment essentiel pour arriver au moins au point de vue européen, c'est que en fait, nous, on en a beaucoup. C'est-à-dire que les autres pays sont à 30%, mais nous, on en demande 125 000 à 150 000 par an. Les autres pays européens, c'est plutôt à 30 000, 40 000. Voilà, exactement. C'est une erreur politique. Il y a un premier point, c'est qu'il n'a pas dit uniquement que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain, il a dit qu'il ne le recevrait pas. Qu'il ne recevrait pas les députés. Je pense que c'est ça le premier paramètre qui a bloqué, parce que comme ça a été souligné tout à l'heure, Agnès Pannier-Runacher employait à peu près le même vocabulaire sans qu'elle se fasse recadrer. Le point qui est essentiel, c'est qu'en fait, M. Barnier fait face à une réalité politique. Si par cas Marine Le Pen appuie sur le bouton et vote la motion de censure en même temps que le Front populaire, et le gouvernement Barnier tombera automatiquement. C'est-à-dire que 193 députés plus les 143 du Rassemblement national et d'Éric Ciotti fait que vous avez 289. Donc la motion de censure sera adoptée. Donc il est obligé de convaincre ou d'avoir une abstention positive du Rassemblement national, ce qui l'oblige à faire ce qu'on appellerait soit des compromissions si par cas vous êtes à gauche, soit si par cas vous êtes à droite, dire que vous prenez en compte la réalité et le fait qu'il y ait 11 millions de personnes qui ont voté pour ce parti. C'est tout l'arbitrage qui doit être porté, notamment depuis la création du Rassemblement national. Est-ce que c'est un parti comme les autres ? Est-ce qu'il faut prendre en compte les préoccupations de leurs électeurs ? Est-ce que les représentants du Rassemblement national sont-ils comme les autres dans la mesure où est-ce qu'il faut les faire élire au bureau de l'Assemblée nationale ou pas ? Oui, effectivement, en fait, il y a deux pressions vis-à-vis du Rassemblement national, des pressions dites sociales en faveur du pouvoir d'achat, donc à comporter l'abrogation de la réforme des retraites et toutes les mesures, tout ce qui concerne bouclier tarifaire, etc., sur l'inflation notamment, qui a conduit à une baisse du pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires, qui votent massivement Rassemblement national. Et l'autre point, c'est tous les sujets qui disent régaliens, notamment portant sur la sécurité et sur l'immigration, parce que à peu près 50 à 66% des Français veulent davantage de sécurité et veulent davantage de maîtrise des flux migratoires. Donc ça peut encourager notamment une liberté de ton en faveur de Bruno Retailleau pour séduire cet électorat-là et pour parler aux représentants du Rassemblement national. Qu'en pensez-vous ? En fait, tout dépend comment vous entendez mettre au pouvoir. Est-ce que mettre au pouvoir, c'est-à-dire une victoire politique de Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Pour l'instant, on est quand même éloigné. On pensait que le Front républicain était, entre guillemets, en difficulté, voire en train de se déliter. Et malgré tout, il a montré sa résistance lors des dernières élections, alors qu'il baissait progressivement, comme le témoignent les résultats des 2 tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Par contre, je pense que la question implicite, c'est est-ce qu'en fait, implicitement, en répondant aux préoccupations des représentants du Rassemblement national, notamment sur certains sujets comme sécurité, immigration, en fait, vous mettez leurs idées au pouvoir, Michel Barnier n'a pas le choix, dans la mesure où il doit avoir une abstention positive du Rassemblement national. Il est à minima obligé de proposer des mesures qui vont dans leur sens ou qui répondent au moins aux préoccupations de leurs électeurs. Un gouvernement NFP aurait-il été systématiquement censuré par un groupe Renaissance qui n'est sûrement pas aussi monolithique qu'on le croit, dit-il ? Oui, moi je pense que oui, parce que même s'il n'est pas aussi, l'idéologie macroniste a été susceptible de revirement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Ça veut dire qu'il était plutôt libéral au début, puis on a vu qu'il a pu changer de logique sur les questions économiques, notamment avec le quoi qu'il en coûte. Pour autant, là, un sujet à créer une solidarité parmi tous les groupes de Renaissance, malgré notamment la loi immigration qui a été adoptée en fin d'année et qui a créé des crispations très fortes entre ce qu'on appelle l'aile gauche et l'aile droite. C'est ce qui s'est passé lors du 7 octobre et l'attitude notamment de la France insoumise au regard de la guerre entre Israël et Palestine. Et ce conflit-là, enfin Israël-Hamas, en fonction de comment la perspective à laquelle vous le voyez, et cette perspective-là, notamment, crée un barrage très fort de Renaissance contre la France insoumise. Donc un gouvernement de gauche, peut-être pas, mais un gouvernement qui comprendrait des ministres insoumis d'une quelque forme que ce soit, aurait provoqué une censure de tout Renaissance. Le programme clairement établi, et si oui, comment ? En fait, il y a 2 points pour ces sujets. C'est tout ce qui relève de la loi et tout ce qui relève du règlement. C'est-à-dire
Sur la partie règlement, il y a une partie auquel on a déjà des dispositions parce qu'on a beaucoup réformé, notamment on en est à une dizaine de lois immigration. Donc il y a la question de l'application concrète des dispositifs. Il peut demander notamment au préfet, c'est ce qu'il a dit lors de son interview, d'expulser plus et de régulariser moins. L'autre partie, c'est tout ce qui relève des changements législatifs. Et pour ça, vraisemblablement, à l'heure actuelle, il n'aura pas de majorité. Et surtout, Michel Barnier n'est pas sûr de se lancer dans un programme législatif parce que s'il fait adopter une loi immigration, elle sera encore plus dure que celle qu'on avait fait adopter en décembre, qui avait coupé le groupe macroniste en deux pour plaire au Rassemblement national notamment, en vue d'avoir un vote positif. Donc ce n'est pas sûr qu'il va dans ce sens-là. Mais sur une grande partie des mesures, je pense qu'il passera davantage par la voie réglementaire et par des ordres et des circulaires au préfet pour appliquer la politique que lui s'est mis en place, sans pour autant changer le cadre législatif. Moi, je pense qu'il aura un impact à travers plusieurs indications. La première, c'est que, étonnamment, le choix de Michel Barnier comme Premier ministre, même si certains parlent de déni de démocratie, a été plutôt un soulagement pour une partie des Français. Lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, il y a à peu près 40 à 55% des Français qui soutiennent le choix de Michel Barnier à Matignon pour sa personne. Certes, il dissocie sa personne par rapport à Emmanuel Macron, mais sa personne est plutôt plébiscitée. Donc vous n'êtes pas à l'abri qu'en fait, en parlant, et ça avait été entre guillemets la tactique de Nicolas Sarkozy en 2007, de reprendre des mesures du Rassemblement national portant sur l'immigration et la sécurité, ne faites pas revenir des électeurs du Rassemblement national dans le giron républicain. Et je pense que le choix de Michel Barnier, notamment porté sur Bruno Retailleau, doit répondre à cette préoccupation qui est celle notamment qui avait été partagée par Emmanuel Macron, c'est que c'est en parlant et obtenant des résultats que vous faites bouger le vote du Rassemblement national, pas à travers des paroles et uniquement des discours, mais c'est à travers des actes. Et je pense que Macron s'était concentré sur l'économie en se disant plus il y aura une baisse du chômage, plus il y aura une baisse de la pauvreté, plus les électeurs du Rassemblement national qui sont considérés comme plus pauvres reviendront dans le giron d'un parti gouvernement normal. Et je pense que Barnier ajoute en plus la dimension régalienne, sécurité, migration.